Ce soir, nous allons parler des inspirations mythologiques des Pokémon. Alors, Pokémon, outre les dernières discussions qu'on a eues dessus, euh, avec 800 Pokémon, forcément, on a un certain nombre d'inspirations parce qu'on ne peut pas créer 800 créatures totalement originales. Donc, on retrouve des inspirations un peu partout dans notre monde, avec en particulier des inspirations dans les différentes mythologies que nous avons chez nous. Alors, deux choses avant de commencer. Premièrement, 800 Pokémon, les 800 Pokémon n'ont pas tous des inspirations intéressantes. Et de toute manière, parler de 800 Pokémon serait beaucoup trop long, donc j'ai dû faire un choix. Je vais donc traiter seulement 18 Pokémon, et à mon avis, ça va être déjà bien assez long. Donc 18 Pokémon qui sont répartis en 6 trios de Pokémon légendaires pour parler des inspirations mythologiques les plus intéressantes. Nous parlons donc de légendes dans notre monde, sur un univers de fiction. Donc nous sommes globalement sur de la spéculation. C'est à prendre avec des pincettes, c'est une des interprétations possibles, et toutes les inspirations n'ont pas été validées par une quelconque source fiable, un quelconque créateur du jeu. Donc c'est mes interprétations, les interprétations d'autres personnes avant moi, mais c'est en aucun cas à prendre comme étant le savoir absolu. Donc, on va commencer tout de suite avec le trio de légendaires de la première génération. J'ai nommé Sulfura en haut à gauche, Elector en haut à droite et Articodin en bas. Ce sont donc les 3 premiers Pokémon légendaires apparus dans le monde de Pokémon. Ce sont 3 oiseaux qui contrôlent le climat. C'est assez visible. Sulfura qui est donc responsable de tout ce qui est chaleur, sécheresse et feu. Elector, les orages, et Articodin, tout ce qui a rapport au froid. On commence avec Sulfura qui donc prend sa source au niveau des inspirations dans un certain nombre d'oiseaux, et en particulier dans l'oiseau vermillon, qui fait partie des mythologies globalement asiatiques. On retrouve sous différentes formes dans plusieurs pays d'Asie. Il fait partie des 4 animaux totems de l'Orient, et il est associé au sud, à l'été et au feu. On le voit bien sur l'image de droite. Sulfura a donc des inspirations sur des animaux qui gèrent le feu, d'où ses pouvoirs de contrôle du feu. Articodin, quant à lui, est un oiseau qui contrôle tout ce qui est climat arctique, tout ce qui est froid, tout ce qui est glace, grêle, neige, etc. Et il serait en tout cas entre autres inspiré du roc, qui est un grand oiseau de proie des mythologies persanes, qui attaquerait les bateaux. On le voit particulièrement sur l'image du milieu. Alors, toujours dans les mythologies, les physiologies diffèrent, les couleurs diffèrent, mais on le retrouve entre autres en bleu, avec, vu qu'il vit au niveau de la mer, une certaine affinité avec tout ce qui est eau et par extension du coup neige et glace. Et enfin le 3e Pokémon de ce trio, Articodin, qui donc contrôle tout ce qui est électricité, orage, etc., qui est apparenté à l'oiseau tonnerre de toutes les mythologies amérindiennes. C'est un oiseau qu'on retrouve donc en Amérique du Nord, qui contrôle l'électricité, qui provoque des orages, qui est régulièrement un totem, qui donc, je disais, contrôle tout ce qui est orage, électricité, etc. L'oiseau tonnerre des mythologies amérindiennes est présent dans de nombreuses tribus d'Indiens d'Amérique du Nord, et celui qui apparaît en haut des totems, maître du ciel et gestionnaire, si je puis dire, de tout ce qui est orage. En deuxième trio, nous retrouvons les fauves légendaires, qui est le second trio de Pokémon légendaires apparus dans les jeux Pokémon. Ce sont à la base 3 Pokémon morts dans l'incendie d'une tour, qui ont été ressuscités et à qui on a fait don de pouvoirs très puissants. Raikou à gauche représente la foudre,
Entei au milieu, le feu, et Suicune, la pluie. Les trois éléments qui sont à l'origine de leur création. La tour dans laquelle ils étaient a été frappée par un éclair, ce qui a causé le feu, et le feu a été éteint par une pluie salvatrice. Ce sont les protecteurs des Pokémon. Ils protègent tous les Pokémon du monde afin qu'ils ne finissent pas comme eux. Le premier des trois, c'est Raikou, qui est inspiré de Raiju, qui est un yokai. Pour rappel, un yokai, c'est une créature surnaturelle de la mythologie japonaise, qui est un esprit malfaisant et ou tout simplement malicieux, qui peut avoir énormément de formes différentes. Celui-là prend parfois la forme d'un chat ou d'un loup, donc en rapport avec Raikou, qui a très clairement la forme d'un tigre à dents de sabre même. Et Raiju a donc divers attributs qu'on retrouve chez Raikou, comme le cri qui ressemble à celui du tonnerre, ou le déplacement sous forme d'une boule de lumière. On peut faire le parallèle avec Raikou qui, lui, vole sur les nuages d'orage qu'il crée lui-même. En deuxième Pokémon de ce trio, nous trouvons Entei, qui est donc le feu, et qui, lui, est probablement celui qui a les inspirations les plus lointaines dans tous ceux de ce soir, parce qu'il serait apparenté au Barong, qui, dans la mythologie balinaise, est le roi des esprits. Il représente le bien et il se bat perpétuellement contre un esprit démon représentant le mal. C'est un grand lion, donc aux couleurs rouge et or, qu'on peut donc facilement rapprocher de Entei, et qu'on peut aussi rapprocher aux chiens de fou, aux lions de fou, qui sont, comme on le voit sur l'image du bas, les statues qui sont devant les maisons des riches habitants ou devant les temples, qui sont les gardiens protecteurs de ces maisons. On rapproche donc aux gardiens protecteurs, ces Pokémon-là, protecteurs de tous les autres Pokémon. Et enfin, en troisième, Suicune, qui se rapproche du Qilin, qui est un animal fabuleux de la mythologie chinoise, qui ressemble soit à un cerf, soit à un cheval, suivant les versions, avec des écailles et un pelage, et une paire de cornes ou une corne unique qu'on peut rapprocher avec la grande crête sur la tête de Suicune. C'est un symbole d'harmonie qui vit dans les endroits paisibles. C'est un des Pokémon qui, à mon sens, est le plus magnifique du jeu. Je suis absolument d'accord, Ezil, mais il est très, très compliqué à voir. Ses apparitions se raréfient de plus en plus. Le Qilin à cause des hommes malhonnêtes qui se développeraient de plus en plus et des sociétés corrompues qu'on trouverait de plus en plus dans notre monde. Tout comme Suicune qui, dans le monde Pokémon, est de plus en plus rare à apercevoir car il ne vit que dans des endroits paisibles et toute l'agitation humaine et toute la corruption ne lui conviennent pas. En troisième trio Pokémon, qui apparaît donc dans la troisième génération, nous avons le trio Météo, Groudon, Kyogre et Rayquaza. Groudon à gauche, Kyogre en haut à droite et Rayquaza en bas, qui représentent les quatre éléments. Groudon représentant à la fois le feu et la terre, Kyogre, l'eau, et Rayquaza, l'air. Ils ont leur inspiration, tous les trois, directement dans la Bible. On s'éloigne totalement de l'Asie pour revenir en Europe ou au Moyen-Orient avec la Bible. Groudon, en premier, c'est le Behemoth. Le Behemoth, c'est la bête au sens pur, la force animale que l'homme ne peut pas domestiquer. Son apparence, évidemment, comme toutes les créatures apparaissant dans la Bible, est assez imprécise, mais c'est une créature terrestre gigantesque. Et on parle bien de créatures terrestres qui gèrent les continents, qui est là, qui est le maître de toutes les créatures vivant sur un sol ferme. En second, nous avons donc Kyogre, qui lui est inspiré du Léviathan. Le Léviathan est un monstre colossal, lui aussi marin, et qui est l'évocation dans la Bible d'un cataclysme capable de modifier la planète. On peut rapprocher ça au combat entre Groudon et Kyogre, qui veulent chacun augmenter la surface de leur territoire. Groudon qui essaye d'étendre les continents, et Kyogre qui, lui, au contraire, essaye de tout engloutir sous les océans.
Pour éviter que le monde soit totalement détruit par ce combat, Rayquaza est là pour réguler tout ça. Rayquaza qui, lui, donc, dans la Bible, correspond au Ziz, qui est un gigantesque monstre aérien. Là où le Behemoth règne sur la terre, le Léviathan règne sur la mer et le Ziz règne sur le ciel. C'est le roi de toutes les créatures ailées dans la Bible. Rayquaza est donc là pour réguler ce combat, pour que les continents et les océans se partagent toujours la Terre sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Ensuite, quatrième trio qui apparaît dans la 4e génération de Pokémon, le trio de la création. J'ai nommé Dialga en bas à gauche, Palkia en bas à droite et Giratina qui possède 2 formes au centre. Ce sont les responsables du temps et de l'espace, avec Giratina qui représente l'antimatière et qui règne sur le monde distorsion dans lequel il a été banni. Nous sommes de retour en Asie. Ces 3 Pokémon sont inspirés des 3 Augustes de la mythologie chinoise. Le premier, Dialga, c'est Shenong. Shenong, c'est l'agriculteur divin qui est inventeur d'un certain nombre d'outils agricoles et qui donc a appris aux hommes à gérer le temps qui passe avec les cultures. Ça se rapporte donc aux attributs du temps de Dialga, qui est donc le maître du temps. Le temps s'est mis en marche avec son pouvoir, et c'est lui qui régule son avancée. En deuxième, nous avons Palkia, qui est Nuwa. Nuwa, c'est la créatrice des premiers hommes, avec de la glaise dans la mythologie chinoise, et ça se rapporte donc à toute la gestion de l'espace par Palkia. Palkia qui a donc les attributs de la femme, contrairement à Dialga. Palkia a des hanches larges, légèrement de la poitrine, et sans tomber dans des clichés, est rose, contrairement à Dialga qui est bleu. Je ne fais aucun commentaire là-dessus, mais voilà. Donc les attributs de l'espace, relativement à Nuwa, qui a donc créé les hommes avec de la glace. Et enfin, en troisième, Giratina, c'est Fuxi, le 3e Auguste, qui est le créateur du symbole du peuple chinois, le dragon, avec un corps de serpent, les écailles de carpe rouge, les jambes de lézard, les griffes d'aigle, la queue de requin blanc, tous ces attributs que l'on retrouve sous la forme originelle de Giratina, qui se voit bien sur l'image de gauche, même si la queue de requin n'est pas particulièrement visible. On a donc tous les attributs qui reviennent. Fuxi, donc, le créateur du dragon en tant que symbole. Mais Giratina a une deuxième inspiration qui, lui, est beaucoup plus proche de nous. Il se rapporte au mythe de Prométhée parce qu'il a été déchu, il a été banni, Giratina, dans le monde distorsion. Ça se rapporte donc à Prométhée qui a été banni aussi et a été condamné à se faire manger sans cesse par un aigle. En 5e, un 5e trio qui apparaît dans la 5e génération de Pokémon. J'ai nommé les forces de la nature, Boréas à droite, Fulguris à gauche et Démétéros au milieu, respectivement le vent, le tonnerre et la fertilité. Ils sont inspirés de 3 kami. Pour rappel, les kami, ce sont des divinités japonaises qui représentent des éléments de la nature ou des forces créatrices. Nous avons donc en premier Boréas. Boréas, c'est Fujin. Fujin, c'est le kami du vent. Il porte sur ses épaules un sac rempli de vent. Et on peut voir à l'illustration sur la droite que les couleurs se rapportent. Le corps est vert, par exemple. Le sac rempli de vent qui donc permet le contrôle du vent et est là pour déclencher toutes les bourrasques dont est responsable Boréas. En second, nous avons Fulguris. Fulguris, c'est Raijin. Raijin, c'est le kami du tonnerre et des éclairs. C'est un démon qui frappe sur des tambours pour créer le tonnerre. On voit donc sur l'image le même code couleur avec une peau bleuâtre grise comme Fulguris et toujours pareil, une sorte de long ruban qui s'apparente à la sorte de queue que possède Fulguris et les attributs les mêmes sur le tonnerre, les éclairs. Fulguris est un Pokémon électrique
et créateur donc de tonnerre, d'éclairs en tout genre. Et enfin, en dernier, c'est probablement l'image d'illustration la plus compliquée que j'ai eu à trouver. Inari, qui est le kami des céréales, qui est souvent symbolisé par un renard ou par un homme chevauchant un renard, qui ramène la couleur donc de Démétéros, qui est orange-roux. Et on a le parallèle donc sur les attributs avec Démétéros qui fait fructifier les cultures partout où il passe. Il est donc appelé dans le monde Pokémon le dieu des moissons. Relativement donc à Inari qui est kami des céréales, qui gère les récoltes, les cultures, etc. En 6e trio, nous avons le trio de la vie qui apparaît dans la 6e génération, si je ne dis pas de bêtises. Xerneas à gauche, Yveltal à droite et Zygarde au milieu. Ceux-là sont de nouveau européens car ils sont inspirés de créatures de la mythologie nordique. Ils sont responsables de l'équilibre et du cycle entre la vie et la mort. Xerneas représente la vie, Yveltal la mort et Zygarde est le gardien de l'équilibre entre les deux. Xerneas, donc, tout d'abord, c'est Ektirnir. Je tiens à m'excuser profondément pour ma prononciation des noms islandais, car je n'ai aucune idée de comment on prononce tout ça. C'est un cerf fabuleux qui vit au Valhalla. Je rappelle, le Valhalla, c'est le royaume des morts, des guerriers morts au combat dans la mythologie nordique. Et il se nourrit des pousses de l'Erardr, un chêne qui peut être identifié à l'arbre-monde Yggdrasil. Il a donc tout ce rapport, il vit au sommet de l'arbre-monde, le Valhalla étant... Alors, je rappelle, l'arbre-monde, c'est l'arbre qui possède tous les mondes, avec en haut les mondes supérieurs, dont le Valhalla, au milieu la Terre et les mondes intermédiaires, et en bas tous les mondes d'enfer et inférieurs. Donc, se servit au sommet de l'arbre-monde avec toute la partie vie, vie éternelle, etc. En deuxième, Yveltal, qui peut être identifié à Helsvelg. Littéralement, ce nom signifie la valeur de cadavre. C'est un géant qui prend la forme d'un aigle dont les ailes produisent un vent glacial qui souffle sur le monde des morts. On a donc les attributs d'Yveltal, qui représente la mort dans Pokémon, avec donc sa vie en bas de l'arbre-monde, au niveau du monde des morts. Et enfin, en troisième, Zygarde qui est donc inspiré de Nidhogg. Nidhogg qui est un dragon ou un serpent, suivant les versions, la mythologie nordique étant une des plus fluctuantes au niveau des créatures et des histoires, qui vit sous Yggdrasil. Lui est encore plus bas que Helsvelg. Il suce les cadavres des parjures, des meurtriers et des adultères. Littéralement, son nom signifie « celui qui frappe férocement ». Ce qui rappelle Zygarde qui, d'après le Pokédex, je cite, « désintègre tout ennemi qui ose s'opposer à lui ». On a donc un Pokémon et une créature mythologique dont il tient inspiration d'une extrême violence, qui donc vit tout en bas de l'arbre-monde. Mais ce n'est pas tout à fait tout pour ce trio, parce que Zygarde a trois formes correspondant aux trois enfants de Loki. C'est le dieu de la malice dans la mythologie nordique. Il a trois enfants qu'il a eus avec une géante, le premier étant Fenrir. Fenrir, qui correspond à la première forme de Zygarde, la forme 10%, est un loup géant, considéré comme beaucoup trop puissant et beaucoup trop dangereux, qui a été enchaîné et qui se libérera au moment du Ragnarok. Je rappelle, le Ragnarok, c'est un peu l'équivalent de la fin du monde. C'est une
bataille, c'est une guerre entre les dieux et un certain nombre de créatures qui verra la mort de centaines de membres des deux clans, des deux côtés, et qui provoquera plus ou moins la fin du monde. En deuxième enfant de Loki, le frère de Fenrir, si tant est qu'on puisse appeler frère, c'est le Jörmungandr. Je m'excuse toujours pour ma prononciation, ce sont des noms imprononçables. Le Jörmungandr, je mets toujours le R où il ne faut pas, c'est ça qui est assez impressionnant. Le Jörmungandr, c'est un gigantesque serpent de mer, appelé aussi serpent de Midgard. Midgard, littéralement, signifie terre du milieu. Et rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, la terre du milieu, c'est notre monde à nous. Il est appelé serpent de Midgard car il entoure la terre et il est dit, dans les légendes, qu'il provoquera un certain nombre de raz-de-marée pendant le Ragnarok et qu'il engloutira donc une partie de la terre. C'est le Sigurd 50% qui est à la forme d'un serpent. Et enfin, le Sigurd le plus intéressant à mon sens, pas parce qu'il est le plus puissant, mais parce que l'inspiration est très clairement visible et je trouve très très bien trouvée, c'est le troisième enfant de Loki, Hel. Hel, c'est la déesse de la mort. La déesse de la mort, pas de la mort des gens qui vont au Valhalla, mais la déesse de la mort des gens qui se retrouvent au royaume des morts dominé par elle. C'est tous ceux qui n'ont pas leur place au Valhalla. Et elle a la moitié du visage dans la lumière de la vie et l'autre dans les ténèbres de la mort, ce qui se voit très bien sur l'illustration de gauche, avec la moitié de son visage vivant, entre guillemets, et l'autre moitié de son visage mort. Et ça se voit bien sur cette forme de Sigurd, car comme on peut le voir, on a une partie bleue à droite et une partie rouge à gauche. Bleu et rouge, qui sont donc les couleurs de Xerneas, à droite, en bleu, la vie, et Yveltal, à gauche, en rouge, la mort. Donc, 18 Pokémon, avec Sigurd qui a un certain nombre d'inspirations pour lui tout seul, répartis en 6 trios. J'aurais pu étendre pendant très très longtemps cette liste, mais on a un aperçu des différentes inspirations possibles. Je vais répondre tout de suite à une question qui a été posée un peu plus haut. Je pense aussi que les inspirations les plus courantes sont les inspirations dans la mythologie japonaise, ce qui est compréhensible puisque tous les créateurs sont japonais, globalement, même si l'entreprise s'est énormément développée. Donc, il y a probablement des étrangers qui travaillent sur Pokémon, mais le Pokémon est un jeu à la base japonais, donc la majorité des inspirations sont japonaises. Mais la mythologie est présente un peu partout dans notre monde. Toutes les parties du monde ont leur propre mythologie, et on retrouve des inspirations un peu partout. Bien sûr, je suis loin d'avoir la science infuse au niveau des différentes mythologies présentes dans notre monde, donc il est fort probable que j'ai raté des inspirations pour certains Pokémon. J'ai fait et j'ai parlé de ce qui me paraissait le plus évident dans la mesure du possible et le plus intéressant. Ceci dit, si vous êtes intéressé, je pourrais faire une deuxième partie avec d'autres inspirations. Là, j'ai choisi celle qui parlait de la mythologie, mais en soi, je peux tout à fait parler des inspirations venant d'autres choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous allons donc passer aux questions. Pourquoi les créateurs de Pokémon tiennent à faire des trios quasi systématiquement? Alors, c'est une excellente question et j'avoue ne pas être dans leur tête, donc je ne peux qu'envisager une réponse sans en être certain.
L'avantage du trio, c'est, je pense qu'il y a un double avantage. Premièrement, il y a un avantage économique, je dirais, c'est que les jeux Pokémon sortent en 2 exemplaires pour chaque génération. Faire 2 Pokémon légendaires permet donc d'en avoir un dans chaque jeu et de motiver les échanges qui étaient un des buts principal du créateur lorsqu'il a eu l'idée de Pokémon. C'était vraiment cette notion d'échange et de jeu collaboratif, tout en pouvant jouer chacun de son côté. Donc, avoir 2 Pokémon légendaires permet d'équilibrer au niveau des jeux. En avoir un dans chaque jeu, c'est un argument en partie économique. En avoir un 3e permet 2 choses. Ça permet à la fois d'équilibrer les pouvoirs des 2, comme on l'a vu plusieurs fois. Zygarde est là pour équilibrer les pouvoirs de Xerneas et Yveltal. Démétéros est là en complément de Boreas et Fulguris, et c'est le chef des 3. Giratina est aussi puissant à lui tout seul que Dialga et Palkia réunis. Rayquaza est là pour contrer le combat de Kyogre et Groudon, et c'est moins vrai pour les 2 premiers. Mais l'idée est là. Et faire des trios, un 3e Pokémon légendaire permet par exemple de sortir un 3e jeu vidéo complémentaire plus tard. Je pense par exemple à Platine, avec Giratina en tête d'affiche, à la suite de Diamant et Perle, ou à Emeraude à la suite de Ruby et Saphir. Après, voilà, ce sont des possibilités. Je ne suis pas dans la tête des créateurs non plus, et il y a peut-être d'autres raisons. Déméter, c'était à quel moment que tu parlais de Déméter, Ézilde? Ah, à propos de Démétéros. Alors oui, au niveau du nom français, absolument. Oui, ça a rapport à Déméter, qui est la déesse de l'agriculture dans la mythologie grecque. J'ai toujours un doute entre la mythologie grecque et la mythologie romaine, mais il me semble que c'est la mythologie grecque pour Déméter. Donc oui, le nom français est totalement inspiré de Déméter, mais en même temps, on pourrait parler des noms français, on pourrait parler des inspirations des noms aussi, des noms français ou des noms japonais, mais les noms japonais, c'est un peu plus compliqué. Nous avons Sulfura, Elector et Articodin, qui sont respectivement le dieu Ra dans la mythologie égyptienne, le dieu Thor dans la mythologie nordique et le dieu Odin dans la mythologie nordique. Les 3 suivants, c'est un peu moins évident à avoir. Kyogre a dans son nom bien évidemment un ogre, etc. Les noms les noms français en tout cas, ont des inspirations en général assez visibles. Et oui, pour Démétéros, ça vient totalement de la traduction. Je peux aller chercher les noms en japonais, mais je ne suis pas sûr que ça me parle beaucoup. Le temps que je fasse ça, je vais répondre à la question suivante. En effet, je n'ai pas parlé d'Arceus, mais ça peut être le sujet une prochaine fois. Les noms spécifiques aux mythologies auraient été cool à voir. C'est-à-dire, que qu'entends-tu par là? Je me permets de prendre la parole. Vas-y. Juste les voir écrits. Enfin, je sais pas si tu donnes des sources ou pas à la fin, mais juste les voir écrits pour pouvoir faire des recherches après. Ouais, toutes les sources seront données, mais les voir écrits, enfin là, ah oui, non, voir écrit dans quelle mythologie je puisais chacun d'entre eux, tu veux dire? Ouais, non, voir écrits les noms, parce que les noms sont bizarres et je suis pas sûr que tu les aies marqués à chaque fois. Si, ils sont marqués à chaque fois. Nous avons Sulfura, l'oiseau vermillon, Articodin, le roc, Non, mais t'as Elector, parlé. l'oiseau Ouais, poney. t'as utilisé des mots dans la mythologie, genre Yggdrasil par exemple. Tu l'as Ah, marqué.
Alors, en effet, je ne l'ai pas marqué. Après, si tu vas, par exemple, sur, mettons, peu importe, hein, sur la page, sur une page quelconque qui parle d'Ektirnir, il n'y a aucun doute que ce sera écrit Yggdrasil quelque part et qui permettra de lien en lien, entre guillemets, de faire des recherches et d'en apprendre un peu plus sur cette mythologie. Ok, ok. Voilà, c'est tout. Merci. On peut parler des inspirations sur les starters, ça peut être un sujet possible, sachant que les starters ont des sources d'inspiration particulières pour chacun d'entre eux. C'est plutôt intéressant. Mais encore faut-il que les gens soient intéressés. Est-ce qu'il y a des Pokémon où les noms et designs viennent de trucs débiles, genre des blagues entre les créateurs? Alors, il me semble, ma mémoire me dit que oui, je crois que certains viennent de délire, mais il faudrait que je vérifie tout ça parce que je ne peux pas citer de Pokémon pour lesquels c'est le cas, donc j'en suis pas certain. Bon, bah, je crois que j'ai également des trios pour les starters, c'est vrai. Mais c'est un poil. Les raisons sont différentes pour le coup. Pour revenir à la question de tout à l'heure, le nom anglais de Démétéros est Landorus et le nom japonais est Landlos. Dans Landorus, on voit donc Land d'un côté et probablement Horus, le dieu faucon de la mythologie égyptienne de l'autre. Mais là, j'admets que c'est ma propre spéculation improvisée là comme ça de suite. Oui, je n'ai pas parlé des créés ni d'Arceus. Je dois admettre qu'au début, j'avais une liste qui faisait à peu près 4 fois cette taille-là, et je me suis dit que ça allait être beaucoup trop long pour ce que c'était, et que donc j'allais réduire drastiquement cette liste. Est-ce que le choix des mythologies a une logique? C'est une excellente question. Il faudrait que je vérifie 2-3 trucs. C'est une bonne question. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de logique particulière entre les légendaires du moment et un quelconque contexte, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, je n'en vois pas comme ça tout de suite, mais il y en a peut-être une. Voilà, Léonide a tout à fait compris le principe, expliqué le principe, tout le monde l'avait compris, je pense, mais il l'explique bien. C'est l'idée d'avoir chaque starter qui est meilleur contre un autre et plus faible contre un autre. Même si c'est vrai pour les starters de base, mais quand ils évoluent, c'est plus nécessairement vrai. Oui, Jérémy, Arceus est le dieu des Pokémon. Mais ça, pour le coup, si ça vous intéresse, c'est peut-être le prochain, ma prochaine conférence, parce que la prochaine conférence n'a rien à voir, mais ma prochaine conférence où je peux parler cosmogonie dans Pokémon et donc raconter la création du monde et faire un vrai récit cosmogonique. Mais c'est si vous êtes intéressé. Alors, parlons préjugés dans Pokémon. Je pourrais aussi faire une conférence expliquant pendant 25 minutes pourquoi non, Pokémon, ce n'est pas pour les enfants, et non, Pokémon, ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas pour les enfants. Mais bon, ce serait peut-être un poil moins intéressant. Après, détailler pourquoi Pokémon, ce n'est pas pour les enfants, ça pourrait pour ça quand même. Ce serait probablement très intéressant. C'est toujours, de toute façon, voilà, comme le dit Ezil, c'est une façon de faire qui rend la chose intéressante. Merci du compliment d'ailleurs, ça me va droit au cœur. C'est une façon de faire qui rend la chose intéressante. On peut rendre intéressant à peu près n'importe quoi. Donc oui, pourquoi Pokémon ce n'est pas pour les enfants, ce serait probablement très intéressant. Mais encore une fois, il y a dire que ça peut être intéressant et réussir à intéresser les gens, ce qui est encore légèrement différent. Pourquoi une ligne colonne en trop? Enfin, ce tableau reste une bonne preuve, entre guillemets, que c'est... Ah, mais le type fait est apparu il y a de cela 2 ou 3 générations dans la... Xerneas, voilà, ça tombe bien, je suis encore sur le Xerneas. Xerneas, c'est donc un Pokémon légendaire de type fée. Il n'est pas sur ta console parce que tu as un jeu
avant XY. Tu as un jeu qui ne dépasse pas la 5e génération, puisque le type fait est apparu à la 6e génération. Ce qui a la 2e génération, non, tu n'as pas de type fait, en effet. Mais non, il n'y a pas une colonne et une ligne en trop, c'est les nouvelles générations qui d'ailleurs ont les affinités de type, ont les efficacités de type légèrement différentes que ce que tu avais dans la 2e génération. Mais oui, Timo, n'hésite pas à poser ta question. Alors moi je voulais te remercier Fox parce que je connaissais pas du tout les Pokémon et vraiment tu as rendu ça très intéressant, donc je te remercie. Eh ben, de rien, merci beaucoup. J'ai l'impression, assez étonnamment, que personne ici ne connaît les Pokémon plus que ça, à part 2-3 au fond de la salle. Ce qui est assez étonnant d'une part, parce que Pokémon, on dira ce qu'on voudra, est quand même très répandu. Et d'autre part, d'autant plus intéressant, parce que du coup, ça me permet d'apporter beaucoup d'informations que vous ne connaissez pas. Et c'est quand même plus intéressant de raconter les choses que vous ne connaissez pas plutôt que de raconter un truc que tout le monde connaît déjà, parce que forcément, l'intérêt est moindre. D'où me vient mon amour de Pokémon. Alors, mon amour de Pokémon, c'est peut-être un peu exagéré, mais Pokémon, c'est tout ce que j'aime au niveau d'un pan de mon plaisir. C'est que Pokémon, c'est un monde extrêmement étendu et c'est une mythologie extrêmement fournie. Et je suis un grand fan de mythologie. Et donc, forcément, j'adore ça parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein d'inspirations dans tous les sens. Il y a plein de clins d'œil, de références. Et puis la mythologie, et c'est pour ça que je parle d'une conférence sur la cosmogonie, c'est que le monde de Pokémon a été créé d'une certaine manière, qui est raconté au fur et à mesure des jeux, et même si à force de jeu, il y a certains points qui se discutent, de toute façon, c'est comme tous les récits de création. Si on considère que Pokémon se passe peut-être, je sais pas, 10 000 ans après la création du monde, 10 000 ans c'est pas possible, mais j'expliquerai pourquoi plus tard. Si on considère que Pokémon se passe des centaines de milliers d'années après la création de son monde, forcément les gens ont des histoires dessus qui ne sont pas forcément véridiques. C'est comme nous, hein, on en raconte des choses, hein, mais tout n'est pas vrai. Nintendo, j'en pense quoi? En général, je n'ai pas d'avis sur les entreprises. Nintendo fait des jeux qui m'intéressent, des jeux qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, moi je prends ce qui m'intéresse et je laisse le reste. Si les gens aiment Nintendo, les gens aiment Nintendo. Si les gens n'aiment pas Nintendo, les gens n'aiment pas Nintendo. Et personnellement, voilà, moi je prends les jeux qui m'intéressent. J'aime beaucoup Pokémon. Et puis j'ai joué au Mario, et puis etc. Hein, mais à l'inverse, je me fais frapper parce que j'ai jamais touché un Zelda de ma vie. Mais ça, c'est... Sans commentaire. Ouais. Sans commentaire. Je dirais rien non plus. un jour, les gars, quand j'aurai du temps. Mais donc voilà, donc, sur Nintendo, je n'ai pas d'avis particulier sur l'entreprise en elle-même. Mais quand ils fournissent du contenu de qualité que j'apprécie, je prends. Je peux faire une conférence pour présenter les Pokémon, même si présenter les Pokémon, à mon sens, ça... Oui, Charles, tu peux poser une question. Présenter les Pokémon en tant que comme ça, c'est un peu... Je pense que ce serait un peu plus chiant, pour le coup, parce que ce serait présenter tout un monde qui serait beaucoup trop complexe pour faire une présentation comme ça. Et donc, à mon sens, une présentation de Pokémon en soi ne serait pas intéressant, mais je peux présenter des aspects divers et variés. 96, le début de Pokémon. Des aspects divers et variés qui permettront à ceux qui n'y connaissent rien de construire au fur et à mesure leur compréhension du monde par petits morceaux. Est-ce que tu as joué au dernier Pokémon et est-ce qu'il y a aussi une inspiration mythologique dans les derniers, ceux qui sont sortis après Soleil et Lune, même Soleil et Lune en l'occurrence? Alors, je me suis arrêté au milieu du jeu, honte à moi, Lune. Ou Soleil, d'ailleurs, je m'en suis tellement arrêté au milieu que je ne sais même plus lequel j'ai et lequel mon frère a. Par manque de temps. Il faudrait que je le... Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai changé un petit peu
le sujet de ma conf en cours de route, c'est qu'il faudrait, avant que je fasse ma prochaine conf, que je finisse Ultra-Soleil, enfin Soleil et Ultra-Soleil, ou Lune et Ultra-Lune, peu importe, mais que je les termine, histoire d'avoir les informations en plus. En revanche, et je pense que ça ne m'arrivera, en tout cas pas tout de suite, sinon jamais, je n'ai pas touché et je ne suis pas prêt de toucher à épée ou bouclier, parce qu'il faudrait que j'achète la Switch et je ne joue pas assez pour que ce soit un investissement, à mon sens, rentable pour moi. En revanche, mon frère l'a eu à Noël et je lui ai demandé de bien lire tous les dialogues pour qu'il soit capable de me raconter. Mais donc non, je me suis arrêté vraiment au niveau des jeux que j'ai faits et bien faits à Ruby Omega et Saphir Alpha après XY. Ok, et est-ce que tu sais si du coup dans les derniers... Donc, et donc oui. Alors, il y a dans les Pokémon en général des nouvelles générations, il y a forcément des inspirations mythologiques, mais j'avoue, comme je n'y ai pas beaucoup joué, là comme ça, je ne saurais te dire plus que ça, même si on doit pouvoir trouver des choses en cherchant un petit peu rapidement. Je réponds à une question pendant que je cherche. Pokémon préféré, je dois admettre, Timo, que je serais incapable de répondre à cette question. Parce que c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence au niveau des Pokémon. Il y en a beaucoup que j'aime. Il y en a beaucoup que j'aime moins parce que je n'ai pas d'affinité particulière avec, entre guillemets. Mais il n'y a pas vraiment de Pokémon préféré ou de Pokémon que je déteste. Après, ça voilà. Et est-ce qu'on considère ce que j'aime par affinité? Est-ce qu'on considère ce que j'aime pour la strat? Je pourrais aussi faire une conférence sur la stratégie dans Pokémon, et c'est aussi une des explications de pourquoi ce n'est pas pour les enfants, parce que c'est juste super complexe. Et il y a des Pokémon que j'apprécie beaucoup en tant que tel, que je n'utiliserai jamais dans un match parce que ce serait un Pokémon qui sert à rien. Et inversement, des Pokémon que je n'aime pas du tout, mais que je sais qui sont excellents et qui seraient largement utilisables dans un combat. Donc oui, Pokémon 96, je suis né en 98, donc je ne suis pas Pokémon depuis le début, bien évidemment. J'ai commencé avec Platine 2000. Mon frère était né 2008, 2010, un peu moins, 2009. Oh, j'y étais presque. Sorti en Europe le 22 mai 2009, donc je l'ai vu en juillet 2009. Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Pokémon à l'été 2009. Ce qui est assez récent au final. Moi j'ai une question, si on a fait le tour pour l'instant. Je descends, je vais répondre à Asil, mais si tu as une question, vas-y, tant que tu l'as en tête. Tu nous as donné ton amour pour la mythologie dans Pokémon, donc ce qui a fait ton attrait pour le jeu. Récemment, tu viens un peu de nous parler du côté strat, que tu n'avais pas encore trop évoqué. Et je sais ton amour pour la partie strat de Pokémon. Est-ce qu'il y a autre chose qui te plaît dans ce jeu? Je veux dire, il y a quand même une histoire, une aventure. Est-ce qu'il y a autre chose qui... Tu devais vendre le jeu, qu'est-ce que tu dirais, quoi? C'est une très bonne question et c'est une question très complexe. Pokémon, c'est un jeu qui est très complet, dirais-je en fait. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de dimensions. Et en fait, il y a plein de choses à faire dans Pokémon. Plein de choses différentes. Alors, le principe est toujours le même. On récupère un Pokémon de départ, puis on va se balader dans la région pour battre les champions d'arène et devenir le meilleur dresseur de tous les temps. Blablabla. Mais
C'est un monde qui est très très riche, très très fourni, qui fait appel à l'imagination parce qu'on imagine plein de choses. Il y a des PNJ un peu partout qui nous racontent une phrase, mais ça permet d'imaginer plein de choses. Il y a un scénario qui, dans les jeux, alors la série, je ne l'ai pas beaucoup suivie parce que donc ça me permet de répondre en même temps à Ezil. Je ne pense pas, pour avoir un petit peu suivi, mais pas beaucoup, que la série... Alors, mal dessinée, je n'ai pas d'avis sur la question parce que je n'ai pas d'avis sur le dessin en général, vu mon niveau de dessin. Mais je ne trouve pas que la série soit creuse ou mal scénarisée. La série, elle, est très clairement à destination des enfants. Ça, c'est sûr, c'est leur cible commerciale. Ça n'empêche pas les plus âgés de l'apprécier, mais elle est à destination des enfants et ça se ressent tant au niveau du scénario que la façon de parler, de se comporter des personnages, etc. Mais je ne pense pas qu'elle soit mal scénarisée. Elle reprend le principe des jeux. On suit Sacha qui se bat au fur et à mesure, qui explore, etc. pour devenir le meilleur dresseur. Mais un jour, il sera le meilleur dresseur. Mais ça, je trouve, en tout cas pour certains épisodes en particulier, j'ai des épisodes que j'ai dû voir il y a peut-être 15 ans, mais qui resteront dans ma mémoire toute ma vie, qui envoient des messages particulièrement beaux, je trouve. Alors, ok, c'est sur une série qui a peut-être, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais des milliers d'épisodes. Tous les épisodes ne peuvent pas... Voilà, 1092 épisodes. Sur 1092 épisodes, il n'y a pas 1092 messages vraiment beaux et intéressants. Mais il y en a peut-être, je ne sais pas, 200, 300, 500, je ne saurais dire parce que je suis loin d'avoir vu 1092 épisodes. Mais il y a un certain nombre d'épisodes qui ont vraiment un fond intéressant, un message intéressant et une histoire qui, alors, parfois, s'étale sur plusieurs épisodes, évidemment, parce que la série est feuilletonnante. Mais il y a beaucoup de... Tout n'est pas à jeter, je pense. Et donc, pour revenir à ta question, Angel, vendre Pokémon, ce serait compliqué. Je pense que l'atout principal du jeu, c'est d'avoir réussi à trouver le juste milieu entre jeu solo et coopération, interaction avec les autres joueurs à distance, soit proche, soit maintenant avec les nouvelles technologies dans le monde entier. Il faut savoir qu'à la sortie du jeu Pokémon, les jeux, on était encore sur des bornes d'arcade, c'était les balbutiements des consoles portables. On était sur les toutes premières consoles portables quand le premier jeu Pokémon, qui est donc était rouge et bleu en France, qui d'ailleurs était rouge et vert au Japon. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. On était sur les balbutiements et c'est là où le créateur a eu l'idée de génie, si j'ose dire, qui a fait que ça a marché comme ça, c'est que c'est le premier à avoir envisagé la connexion entre les deux consoles pour l'échange, pour le combat, pour tout un tas de choses qui font qu'il y avait, en plus de la dimension du jeu, du scénario et de la progression personnelle dans l'aventure, une vraie dimension interactive avec les autres joueurs. C'est la série où les jeux qui ont été créés en premier, le jeu a été créé en premier. Les jeux ont été conçus d'abord pour les jeux et au vu du succès, ça a été dérivé. Donc on a eu les jeux de cartes, la série qui a été créée très très rapidement après la sortie des premiers jeux, puisque comme je le disais, les jeux sont sortis en 96. La série a été diffusée le 1er avril 97 pour sa première diffusion, soit un peu plus d'un an après la sortie du premier jeu. D'ailleurs, pour répondre à une question qui était un peu plus bas, 96 dans les régions asiatiques, oui, 96 au Japon, 98 sur le continent américain et en Australie, et 99 en Europe. Donc, c'est vrai que c'était après ma naissance, mais je ne jouais pas à la Game Boy à 1 an. D'ailleurs, je n'ai jamais joué à la Game Boy. Mais c'est un autre problème.
Donc pour épée et bouclier, oui, il y a des références pour les deux légendaires, sans doute. Là, je fais plus confiance aux gens qui y ont joué, puisque je n'en ai aucune idée. Mais ça peut se chercher et ça peut se trouver et ça peut se raconter une autre fois si besoin, entre guillemets, ou si envie, je dirais plus que besoin d'ailleurs. Tu as évoqué les cartes. J'avoue m'être intéressé il y a quelques années aux cartes. Pas pour le jeu, pour la collection simplement. Est-ce que tu t'es intéressé toi à la partie jeu des cartes? Je sais qu'il était possible d'y jouer. C'était pas simplement des cartes à collectionner. Alors, ce sont des cartes à collectionner. Ce sont des cartes à collectionner. Certains les collectionnent parce qu'ils sont de grands collectionneurs dans l'âme et ont fait des collections complètes et ont dépensé une fortune faramineuse pour avoir des collections. Et certains sont joueurs avec ces cartes et dans la même idée que le jeu Pokémon, vont plutôt se concentrer sur les cartes intéressantes pour des stratégies, pour des decks construits compétitifs, entre guillemets. Donc, oui, il y a un aspect jeu que j'ai expérimenté quand j'étais plus jeune, principalement avec mon frère d'ailleurs, puisque voilà, on faisait des collections de cartes. J'ai encore des cartes, j'ai encore toutes mes cartes, j'ai gardé toutes mes cartes. En même temps, je ne jette jamais rien, donc j'aurai toute ma vie toutes mes cartes. J'ai donc quelques centaines de cartes Pokémon qui permettent de jouer. Le jeu est semblable au jeu vidéo, dirais-je. On se crée un deck, parce que c'est un jeu de cartes, évidemment. Dedans, on met des Pokémon, des objets qui nous permettent d'avoir des interactions avec les Pokémon, des objets que l'on retrouve dans le jeu, la potion qui permet de soigner ses Pokémon, la Pokéball qui, évidemment, ne permet pas d'attraper un Pokémon, mais permet d'aller chercher dans son deck un Pokémon dont on aurait besoin, et ce genre de choses. Et le principal... la carte principale qui remplit un deck Pokémon, la carte énergie, qui se décline suivant les différents types. Alors, on ne retrouve pas les mêmes types que dans le jeu, que dans le jeu vidéo. Dans le jeu de cartes, il y a un petit peu moins de types. Il n'y a pas de type roche, par exemple. Il n'y a pas de type glace. Il n'y a pas de type insecte. En général, ils sont ramenés à un autre type. Le type insecte est fusionné avec le type plante, le type roche avec le type combat. Le type sol également d'ailleurs. Le type glace est fusionné avec le type eau. Il n'y a pas de type vol non plus. Il est souvent fusionné avec le type normal, étant donné que la majorité des Pokémon de type vol sont aussi de type normal. Et on a des énergies qui sont donc nécessaires pour produire des attaques. Et l'idée est d'arriver à correctement gérer sa main pour pouvoir utiliser les énergies pour permettre aux Pokémon d'attaquer. Après, voilà, je ne sais pas exactement ce que tu voulais avec ta question, mais c'est le principe du jeu. Je n'ai jamais fait de compétition ou quoi que ce soit, même s'il existe des championnats de combat de cartes Pokémon, des championnats internationaux. Et c'est un niveau tout autre que le mien, d'ailleurs. Mais je n'ai jamais dépassé les combats contre mon frère dans ma chambre. Ceci dit, il existe aussi une sorte d'émulateur, entre guillemets, un jeu de cartes Pokémon en ligne, officiel, qui permet donc de jouer au jeu de cartes avec des gens à travers le monde en ligne. Voilà. Oui, c'était un peu le fond de ma question. En fait, donc, comme je te dis, moi, j'y ai jamais joué. Je parle de ça, j'étais en début d'école primaire. Ça remonte à un petit moment, mais on avait deux jeux, deux types de cartes qui se faisaient un peu concurrence. On avait les cartes Pokémon et puis d'autres cartes marron que je ne citerai pas pour ne pas entacher la conférence actuelle, c'est Yu-Gi-Oh! Mais je les citerai pas. Voilà. Et pour le coup, elle, beaucoup joué. Pokémon, vraiment que de la collection. Et enfin, tous les gens autour de moi, c'était ça. Donc, je savais pas à quel point le jeu avec les cartes Pokémon était répandu. Je pense que c'était pas... Enfin, au niveau des enfants, c'était pas beaucoup le cas, je pense. Mais je savais pas.
Je pense que le jeu est moins intéressant que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Puisque tu en fais la comparaison. Les mécaniques il n'y a pas de vraie mécanique de jeu en fait. On a un Pokémon qu'on fait évoluer si besoin, on pose des énergies, on attaque. Il y a les statuts, le même genre de statuts, paralysé, brûlé, endormi, confus et empoisonné, comme dans le jeu vidéo, mais ça s'arrête là. Yu-Gi-Oh! Il y a des vraies mécaniques de jeu, des vrais enchaînements, des vrais combos qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressantes. Mais là, je n'ai pas les connaissances sur le jeu pour en parler en particulier. Le but ultime, c'est pas le Pokédex. Alors, disons, d'un point de vue scénario, le but ultime, c'est de battre la Ligue et le maître Pokémon pour devenir le meilleur dresseur de la région. Ça, c'est d'un point de vue scénario, avec au passage battre la team de méchants qui est présente dans le jeu, pour rétablir l'ordre et la paix, parce que tu es un héros fort, courageant et vaillant. Pokédex, oui, c'est un but qui est très très variable selon les joueurs. Certains ne vont pas s'y intéresser parce que eux, leur but, c'est vraiment d'avoir des Pokémon utiles, compétitifs, pour vraiment être le meilleur. Certains, dont un ami à moi, sont extrêmement collectionneurs et le but va être vraiment de remplir le Pokédex. Mais remplir le Pokédex, pour certains, c'est avoir vu tous les Pokémon disponibles dans le jeu. Pour certains, c'est avoir capturé tous les Pokémon disponibles dans le jeu. Pour certains, c'est avoir vu tous les Pokémon disponibles tout court, c'est-à-dire aller chercher ceux qui ne sont pas disponibles dans le jeu par d'autres moyens, des échanges, etc. Pour certains, c'est avoir capturé tous les Pokémon disponibles dans tous les jeux. Pour certains, dont l'ami dont je parle, c'est de posséder tous les Pokémon disponibles dans tous les jeux sous toutes leurs formes. Donc, les légendaires qui ont plusieurs formes dans chacune des formes. Les Pokémon qui peuvent être mâles ou femelles, les deux. Les Pokémon qui ont plusieurs formes. Je pense par exemple à Prismillon. Prismillon, c'est un Pokémon de la 6e génération, j'ai un doute, qui est un papillon qui possède 6e génération, je ne dis pas de bêtises, qui possède de 15, 20 formes, un truc comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20 formes. 20 formes. Prismillon possède 20 formes qui dépendent de l'endroit où l'œuf éclot. Par exemple, le motif archipel, c'est s'il éclot en Afrique du Sud, dans les Caraïbes et au Mexique. Le motif banquise en Alaska, au Canada, en Russie et en Suède. Le motif blizzard en Antarctique, en Finlande, au Groenland, en Norvège, au Nunavut et en Russie, etc., etc., etc. Mais donc, à la limite, trouver des motifs particuliers qui sont géographiques. C'est pas compliqué, entre guillemets. Il faut trouver quelqu'un qui vit là-bas et qui est prêt à te faire un échange. Lui, il s'en fiche, il peut en faire autant qu'il veut. Mais le motif fantasy n'a été disponible que pendant un événement Nintendo, par exemple. Le motif Pokéball a été disponible pendant un événement Nintendo, mais un autre. Et ceux-là ne sont pas recréables en faisant des œufs, parce que si tu fais un œuf de Prismillon qui a un motif Pokéball et qu'il éclot chez toi, si chez toi c'est en France, il aura le motif floraison. Et du coup, tu t'en fiches parce que les motifs floraison, tu en croises dans les hautes herbes un peu partout. Donc, c'est compliqué. Et d'autant plus si tu veux un mâle et une femelle de chaque motif. Donc voilà, le Pokédex, ça dépend vraiment des joueurs. Spinda, c'est un autre problème. Spinda, on ne peut pas avoir toutes les formes. Enfin, on ne peut pas avoir toutes les formes. Hein. Spinda, c'est un peu particulier et il faudrait vraiment avoir un problème psychologique pour vouloir toutes les formes de Spinda. Parce que il y a donc 4 294 967 296 variantes de Spinda. Donc, Joseph, si je peux me permettre de citer son nom, a beau être un peu malade sur les bords, il n'en est pas à ce point-là.
Ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas stocker 4 milliards de Pokémon sur les jeux ou sur la banque Pokémon. Pokémon est devenu une inspiration pour d'autres jeux univers. En effet, il y a un nombre assez énorme de jeux et d'univers qui ont été créés après et qui ont des inspirations plus ou moins flagrantes pour Pokémon, parce que Pokémon est devenu un véritable phénomène de société, si je puis employer cette expression. Pokémon contient des easter eggs. Alors, ça dépend ce qu'on appelle easter egg. De ce que j'en sais, pas beaucoup. Enfin, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle easter egg. Il y a des choses bizarres, dirais-je, qui sont disponibles dans Pokémon. Après, voilà, qu'est-ce qu'on appelle easter egg? Il y a des références entre les jeux, il y a des références à d'autres choses. Typiquement, dans chaque jeu Pokémon, le héros a une console de jeu dans sa chambre. Cette console de jeu est toujours une console de chez Nintendo de manière assez évidente. C'est une sorte d'auto-classement de produit pour lui-même. Le héros possédant toujours à la sortie du jeu la dernière console. Dans les versions rouge, bleu, jaune jusqu'à cristal, il possédait une Super Nintendo. Dans Ruby, Saphir Emerald, il possède une GameCube. Dans Rouge, Feuille, Feuille, une NES. Dans Diamant jusqu'à Noir et Blanc 2, il possède une Wii. Et dans XY, il a une Wii U et une 3DS. Il a 2 consoles de jeu. Il a fait des folies. Mais oui, il y a des easter eggs, par exemple, dans Pokémon Emerald. Alors, les Pokémon, on ne peut en avoir que 6 par équipe, donc on peut les stocker, ceux qu'on n'utilise pas, dans un ordinateur qui possède des boîtes dans lesquelles on peut stocker des Pokémon. Ces boîtes, on peut leur donner des fonds, des sortes de fonds d'écran, entre guillemets, de différentes couleurs, de différents motifs, etc. Et dans Pokémon Emerald, on peut débloquer des fonds d'écran pour les boîtes de stockage qui sont inédits, entre guillemets. Donc particuliers et qui ne sont pas disponibles de manière assez évidente. Par exemple, donc dans Pokémon Emerald, disais-je, pour débloquer des fonds d'écran particuliers, on va dans une ville, on parle à une famille, la fille, elle est en totale déprime. Du coup, chaque étranger qui rend visite à la famille, le père demande de dire un mot à la fille pour la faire sourire de nouveau. Et si on lui dit une suite de 15 lettres qui n'ont absolument aucun sens, on récupérera un fond d'écran secret. Le problème, c'est que ce code de 15 lettres dépend de l'idée de joueur que l'on possède. Donc, c'est une sorte d'easter egg, c'est un easter egg même d'ailleurs, totalement. Mais pour le trouver, c'est pas faisable tout seul, dirais-je. Et dans la même veine, dans Diamant, Perle et Platine, on a aussi une série de fonds d'écran secrets, mais cette fois c'est un homme dans le studio télé. On doit lui donner une phrase de 4 mots, et c'est pareil, c'est 4 mots qui dépendent de notre idée, donc ça dépend. En easter egg, on a aussi le bâtiment de Game Freak dans presque toutes les versions du jeu, où on retrouve les différents créateurs du jeu qui ont leur propre personnage dans le jeu. Sinon, après, on a plein de choses. Il y a des voyants qui prédisent l'avenir dans les jeux. Par exemple, dans la première génération, il y a une fille qui, sortie d'une grotte, nous dit qu'il devrait y en avoir un rose avec un motif en forme de fleur. Et puis, dans la 5e génération, il y a Munna, qui est un Pokémon rose avec un motif en forme de fleur, qui est introduit dans cette génération.
Dans la troisième, il y a un scientifique qui travaille sur une machine qui permet de recréer les rêves des Pokémon. Et dans la 5e génération, cette machine est disponible dans le jeu. Dans la 5e, il y a un cycliste qui dit que faire du vélo, c'est sympa, mais il veut monter sur un Pokémon. Et dans la 6e génération, on peut chevaucher les Pokémon. Et dans la 6e, il y a un dresseur qui nous dit que la région en cours est sympa, mais qu'on devrait aller visiter sa région, et il nous liste les régions qui sont déjà disponibles en nous disant que ce ne sont pas celles-là. Et en fait, il utilise une nouvelle région qui viendra toujours un peu plus tard. Ensuite, je remonte un peu pour prendre les questions dans l'ordre. Est-ce qu'il y a un lien, une comparaison possible entre Pokémon Go et les jeux sur console? Ouais, les deux sont dans l'univers de Pokémon. En fait, je dirais de base non. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que je fais une toute petite recherche et je te confirme ça. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, un Pokémon. Voilà. Il y a un Pokémon qui s'appelle Meltan, qui n'est disponible que dans Pokémon Go, qui a le numéro 152 du Pokédex de Kanto, ce qui, pour un Pokémon qui a le numéro 808 du Pokédex national, est assez imprévisible, parce que les 151 premiers Pokémon du Pokédex national sont les 151 premiers Pokémon du Pokédex de Kanto. Donc le 152e être le 808 du Pokédex national, c'est assez étonnant. C'est donc un Pokémon qui est disponible uniquement dans Pokémon Go, mais qui peut être, si je ne dis pas de bêtises, transféré dans Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Mais c'est plus ou moins le seul rapport entre les deux jeux. Non, je n'ai jamais joué à Pokémon Go. Je dois avouer que ça ne m'a jamais particulièrement attiré. Et quand, à l'époque où Pokémon Go venait de sortir et c'était la grande hype, mon téléphone portable ne me permettait pas de jouer à Pokémon Go. Comme d'une part, ça ne m'intéressait pas, et d'autre part, j'en avais l'impossibilité technique d'y jouer, je ne m'y suis jamais intéressé plus que ça. Les jeux sont-ils connectés? Tout dépend de ce qu'on appelle connecté. Dès lors, si tu veux préciser ta question, je veux bien. Alors, est-ce que d'un jeu à l'autre, il est fait référence des jeux précédents? Je sais que dans Argent, c'est dit très précisément. Quand la Team Rocket attaque la tour radio, ils diffusent un message, et quand on va voir des gens, il y en a qui nous disent il y a 3 ans, ils avaient été battus par quelqu'un. Oui. Il s'avère que pour ceux qui ont joué à la version d'avant, donc bleu et rouge, on les bat et on les écrase totalement, et Giovanni disparaît. Donc on nous fait référence à nous-mêmes, enfin on fait référence aux joueurs de la version d'avant en disant qu'il a battu la Team Rocket 3 ans plus tôt. Du coup, on peut les placer dans le même univers, on peut même placer la distance entre les deux. Il y a très précisément 3 ans qui s'écoulent entre les deux. Est-ce que ça a été conservé au fur et à mesure des versions d'après ou pas? Oui, ça arrive plusieurs fois. Rarement avec autant de précision que cette fois-ci, parce que cette fois-ci était quand même temporellement et géographiquement très très précise. Mais oui, ça arrive plusieurs fois. L'exemple le plus précis qui doit venir après, c'est Noir 2 et Blanc 2, qui sont les suites, entre guillemets, de Noir et Blanc. Ce ne sont pas les suites dans le sens où on a le même personnage qui continue l'histoire, on a un nouveau personnage qui redébute, etc. Mais il est fait référence à tous les personnages de de la première version, et on retrouve, pour ceux qui connaissent, les amis du héros, on les retrouve au début. Il y en a un qui est devenu champion d'arène. On retrouve un des principaux, je ne dirais pas antagoniste parce que c'est très complexe et sa psychologie est fascinante. Je trouve ce personnage absolument génial. Je parle de M pour ceux qui connaissent.
C'est probablement lui, à défaut d'avoir des Pokémon préférés, je pense que lui, c'est un de mes personnages préférés, tous jeux confondus. Donc, disais-je, dans Noir 2 et Blanc 2, il est fait référence au premier jeu Noir et Blanc de manière éparse à travers tout le jeu, parce qu'on sait que N et l'autre héros sont partis avec Reshiram et Zekrom il y a longtemps, enfin il y a longtemps, non, il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus les bandes temporelles exactes, mais quelques temps auparavant, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Donc c'est dit. Après, c'est l'avantage d'être dans les mêmes régions que d'autres jeux ou dans des régions limitrophes, puisque Argent se situe à Johto, qui est limitrophe direct, puisqu'il y a juste une chaîne de montagne. Argent permet, enfin dans Argent et Or, on peut retourner dans la région de départ de Bleu et Rouge. Exactement. Donc c'est plus que relié, là, c'est carrément retourne te faire ton histoire. Voilà, on démarre dans la région limitrophe et on peut accéder à la région de Kanto qui est juste à côté, littéralement, on y accède pratiquement à pied, même s'il faut traverser un peu de flotte, si je ne dis pas de bêtises. Noir et Blanc, c'est encore plus vrai, puisqu'on est toujours à Unis. C'est un peu plus compliqué dans les autres versions, puisqu'on change de région, et ce sont des régions éloignées, puisque ce sont des régions qui sont donc séparées par la mer des autres. Mais il y a de temps en temps des petites références. On a des références aux divers professeurs Pokémon ou d'autres choses comme ça, à ceux qui gèrent le système de gestion des boîtes du PC. Le fameux Léo. Le fameux Léo. Et ce genre de choses. Donc oui, il y a des références aux autres jeux qui sont plus ou moins évidentes, mais je t'en prie. Le but ultime dans un jeu, c'est de jouer qu'il se le fixe lui-même. Oui, c'est exactement ça. Pour d'autres, c'est les shiny. En effet, certains sont des grands collectionneurs de Pokémon chromatiques qu'on pourrait qualifier dans notre monde en fait, d'albinos, même s'ils ne sont pas nécessairement blancs, c'est juste des Pokémon qui ont une différence de couleur. Certains très visibles, certains à peine visibles. La première fois que j'ai croisé un Pokémon chromatique, c'était un Mustaflot, et Mustaflot est à peine plus clair. Je n'ai pas compris tout de suite qu'il était chromatique. Donc, qu'est-ce que je pense de la chasse de Shiny? Pas grand-chose. Comme le reste, c'est chacun fait ce qui lui plaît, si je puis dire. Ceux qui aiment ça et qui ont la patience nécessaire pour chercher du Pokémon chromatique, eh bien, qu'ils se fassent plaisir. C'est extrêmement bien comme occupation et ça permet de travailler la patience à un point assez formidable. Je connais des gens qui devraient se mettre à la chasse au shiny. Mais personnellement, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quelques fois de chasser certains shiny en particulier pour le plaisir et de tomber des fois sur des shiny par hasard, mais ça c'est de la chance, c'est pas de la chasse. Mais après, chacun fait ce qui lui plaît. Si les gens veulent chasser le shiny, qu'ils le fassent. Si les gens trouvent cette occupation totalement inintéressante ou ils trouvent que c'est une perte de temps, eh bien, je le comprends tout à fait. Pokémon ou Digimon? Eh bien, étant donné que je n'ai jamais joué à Digimon, je ne me suis jamais intéressé à quoi que ce soit en rapport avec Digimon, et je ne connais pas plus de choses sur Digimon que le nom de Digimon. Je répondrai Pokémon nécessairement, mais je ne suis pas objectif puisque je n'ai aucune connaissance sur Digimon. On voit la mère du héros de Noir et Blanc à la fin de Noir et Blanc 2. Ouais, voilà, je l'avais totalement oublié parce que Noir et Blanc 2, ça fait un moment que j'y ai pas touché. Mais voilà, c'est une des autres références aux autres jeux. Alors, les speedruns de certaines générations. Je suis très partagé sur ce sujet, comme tout ce que j'ai dit depuis le début. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc, si certains aiment rush le jeu pour le terminer en 1h30, alors que moi je vais mettre 24 heures, grand bien leur face.
Personnellement, Pokémon, c'est un jeu où je prends du plaisir à me balader, à visiter, à imaginer le paysage comme si j'y étais et à admirer les fleurs qui poussent sur le bord de la route et à parler à tous les PNJ que je rencontre parce que je sais qu'ils ont toujours des trucs super intéressants à raconter. En vrai, c'est pas du tout vrai. Certains ont des phrases totalement débiles, mais je trouve ça génial quand même. Donc, pertinent. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de pertinent, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça de non pertinent. Donc, pareil, je n'ai pas particulièrement d'avis sur la question. Si certains aiment faire ça, ne serait-ce que pour le défi que ça représente, très bien. Je trouve ça très, très, très intéressant. Mais ce n'est pas du tout ma tasse de thé, si j'ose utiliser l'expression. Mon équipe pour chaque ligue. En général, alors là, je n'aurais pas d'exemple à te proposer. Si je dirais que Platine, étant donné que je l'ai... je sais pas, faudrait que je ressorte le Pokédex de Sinnoh, parce que là, comme ça, je risque d'oublier des choses, mais... Je ressors le Pokédex de Sinnoh et je te fais la liste des Pokémon que j'employais en général pour la ligue de Platine. Alors, j'avais toujours Torterra dans mon équipe, puisque je commence, pour répondre du coup à la question qui suit d'Angel, je commence toujours avec le starter de type plante. Donc, de base, je répondrais Bulbizarre. Mais très peu la 8G, parce que je n'y ai pas joué. Mais Bulbizarre, ça la mèche au carapuce. Je dirais que si je dois faire un choix unique comme ça pour de la stratégie, je prendrais Carapuce, étant donné que la majorité des gens, c'est avéré, il y a eu des sondages, des dizaines de sondages, la majorité des gens prend Salamèche, donc intelligemment, je prends Carapuce. Mais sinon, mon cœur va au starter de type plante, parce que je prends toujours le starter de type plante, parce que c'est mon préféré. Même si Torterra se tape une double faiblesse glace, et que pour combattre Gladys, c'est super compliqué. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, j'ai en général toujours mon Torterra. J'ai un Luxray. J'ai un Mustaflot qu'en général, j'attrape dans la route Victoire. C'est d'ailleurs là que j'ai croisé mon Mustaflot Shiny. J'ai parfois un Lucario que je récupère grâce à l'œuf de Riolu qu'on récupère sur l'île de Fer, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai potentiellement Giratina parce que il est quand même très puissant. Et suivant les circonstances, j'ai souvent un Galopard qui me permet d'avoir un Pokémon de type feu. Ce qui, avec Torterra et Mustaflot, fait la bonne trinité qui passe bien. Globalement, c'est ça. Ce qui fait donc Torterra, Mustaflot, Galopard, Etoraptor, Lucario, Giratina. Globalement, on est sur quelque chose comme ça. Mais sinon, mes équipes de ligue, sont très très fluctuantes. Hein, ça dépend des ligues, ça dépend de mes rencontres, ça dépend de plein de choses. Donc non, je n'ai pas parlé de la 8e génération. Ça pourrait être intéressant, oui, on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a une inspiration derrière les Pokémon légendaires d'épée et bouclier, mais il faudrait chercher. Il y a probablement des inspirations derrière, sachant que bon, ce sont de lions, de tigres ou assimilés, donc c'est pas les lions qui moquent dans les mythologies, donc on doit trouver. C'est vrai que c'est des loups, ça ressemble plus à des loups qu'à des lions. Maintenant que tu le dis, c'est pas faux. Ceci dit, des loups, il y en a aussi un certain nombre dans les diverses mythologies, donc ça doit se trouver quand même. S'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, bien évidemment.
S'il n'y en a pas, merci pour votre écoute. Et s'il n'y en a pas dans tous les cas, je pense qu'on peut tous remercier Fox de son intervention.